Cet après-midi, je vous raconte celle qu'on surnommait péjorativement l'Espagnole. Une Espagnole devenue l'épouse de l'empereur Napoléon III, auprès de qui elle a œuvré avant d'être victime avec lui des soubresauts de l'histoire et la chute du Second Empire, ou la véritable histoire d'Eugénie, la dernière impératrice des Français. Quel a été son rôle auprès de l'empereur? De quelle façon a-t-elle été associée au pouvoir? Quelle légende noire a été associée à sa figure après la chute du Second Empire? Europe 1, historiquement vôtre. Nous sommes en août 1910. Malgré la chaleur de cet après-midi d'été, un petit groupe de touristes déambule dans les enfilades des salons du château de Compiègne. Si la petite troupe de visiteurs découvre avec intérêt le majestueux palais chargé des souvenirs du Second Empire, aucun ne se doute alors que l'ancienne maîtresse de ces lieux s'est discrètement glissée parmi eux. Pour la première fois, en effet, depuis son départ en 1868, l'impératrice Eugénie a franchi l'élégant portail du château qu'elle occupait jadis avec son mari, l'empereur Napoléon III. Accompagnée de sa dame d'honneur, Eugénie de Montijo se laisse mener par la voix du guide qui emporte ses visiteurs vers les jardins. Mais sa pensée est ailleurs, car dans ces allées fleuries où elle s'est si souvent promenée avec l'empereur, l'impératrice revit les plus beaux jours de son existence. C'est là, près de ces parterres de fleurs, que Napoléon l'avait menée pour lui déclarer sa flamme. Là qu'elle avait senti son cœur battre intensément pour celui qu'elle avait épousé l'année suivante et qui avait fait d'elle une impératrice. C'est donc non sans émotion qu'elle pénètre ensuite dans les immenses salons qui accueillaient un demi-siècle plus tôt les bals féeriques que le couple avait tant de fois organisés pour leurs invités. L'impératrice se souvient de ces séjours fastueux, de ces fameuses séries de Compiègne qui rassemblaient une cinquantaine d'invités autour d'elle et de Napoléon pour une dizaine de jours de promenades, de chasse, mais surtout de discussions interminables lors des soirées passées en compagnie de ses hôtes. Pendant 4 à 6 semaines, le château vivait ainsi au rythme des arrivées et des départs des invités qui se succédaient. Eugénie se remémore avec bonheur ces périodes de fête où l'étiquette, réduite à sa plus simple expression, laissait une grande indépendance aux souverains et à leurs invités. Hélas, des admirables réceptions qui régalaient alors le tout Paris mondain et les plus grandes personnalités de l'Europe, il ne reste plus qu'un simple souvenir dans ce château de Compiègne déserté par la famille impériale et transformé en musée. Et de la belle impératrice qui régentait alors ces lieux ne subsiste qu'une femme désormais très âgée, une femme de bientôt 84 ans, au visage creusé, hantée par le souvenir de l'empereur et de son fils, qu'elle a tous les deux conduits à la tombe il y a déjà 30 ans de cela. C'est dans ce château de Compiègne qu'Eugénie et l'empereur vivent donc leurs premiers amours. Les deux amants se sont rencontrés en janvier 1849 chez la cousine du prince-président, Mathilde Bonaparte, qui a eu la riche idée de les placer côte à côte, à table. Fille de Don Cipriano, comte de Teba, qui s'est illustré dans l'armée napoléonienne et issue d'une famille qui a donné un roi à la Castille et au Portugal, Eugénie de Montijo a toute sa place dans cette haute société où défilent les plus grands noms. Il faut dire qu'elle a reçu, tout comme sa sœur, une éducation des plus raffinées. Pour éviter à ses filles le spectacle de la guerre civile qui ravage l'Espagne vers les années 1835 et pour les préserver d'une épidémie de choléra naissante, Maria Manuela Kirkpatrick les a en effet emmenés en France et placés rue de Varennes dans le couvent du Sacré-Cœur où l'on éduquait alors les jeunes filles de la haute société du faubourg Saint-Germain. C'est à ces années passées dans cet institut parisien qu'Eugénie doit sa maîtrise parfaite de la langue française, qu'elle pratique avec une très légère pointe d'accent espagnol qui ne fait qu'ajouter à son charme, qui ne laisse déjà personne indifférent. À côté de l'éducation austère dispensée par les religieuses, les deux sœurs s'initient aux mondanités dans le salon tenu par leur mère dans le quartier des Champs-Élysées. C'est là qu'Eugénie fait la connaissance de quelques célébrités littéraires qui se nomment Mérimée ou Stendhal. À 23 ans, cette année 1849, Eugénie est donc une aristocrate cultivée et intelligente, initiée aux usages de la haute société qui se fait vite remarquer. Car oui, on ne reste pas longtemps indifférent à cette jeune fille aux yeux clairs et aux cheveux blonds roux qui porte en elle une distinction naturelle.
Et le prince-président qui reçoit ce soir-là en son palais de l'Élysée ne fait pas exception. Louis-Napoléon n'en est pas à sa première conquête, mais il sent rapidement qu'Eugénie vaut plus que les précédentes femmes qu'il est parvenu à séduire. Aussi ne manque-t-il pas une occasion pour la revoir. Quelques semaines plus tard, ces choses faites, Eugénie et sa mère reçoivent une invitation du prince qui les convie à Saint-Cloud dans ses quartiers d'été. Cette fois, c'est dans tout petit comité que Louis-Napoléon Bonaparte reçoit la belle Andalouse, à qui il ne cesse de penser depuis leur première rencontre. Mais Eugénie ne se donne pas à qui veut, et lui fait rapidement comprendre que s'il souhaite la garder auprès de lui, il doit d'abord en faire son épouse. Louis-Napoléon ne résiste pas au charme d'Eugénie, et la fermeté qu'elle lui oppose ne fait qu'attiser ses sentiments. Aussi, les lettres d'invitation à la cour du prince ne tardent-elles pas à affluer en nombre au domicile d'Eugénie. Saint-Cloud, Compiègne, Fontainebleau, la jeune femme est de toutes les réceptions du souverain, et il ne manque pas d'attention à son égard. Un jour, alors qu'ils se promènent tous les deux dans le parc du château de Compiègne, Eugénie s'émerveille devant un trèfle perlé de roses qu'elle trouve semblable à un bijou. Et le soir même, elle reçoit de Louis-Napoléon le fameux joyau en trèfle perlé de diamants. Oui, il n'a pas hésité à envoyer un émissaire jusqu'à Paris pour se procurer la merveille. Un autre jour, c'est un cheval qu'il lui offre. Un cheval qu'elle avait monté la veille à la chasse et sur lequel elle s'était montrée excellente cavalière. Plus amoureux que jamais, Louis-Napoléon s'est résolu à lui faire la cour dans les règles de l'art et accepte de patienter 2 longues années avant de conquérir tout à fait Eugénie. Mais il n'a pas que la jeune Espagnole à infléchir pour parvenir à ses fins. Depuis quelque temps déjà, dans l'entourage du prince, la question s'était posée de son mariage et de la continuité dynastique qu'il faut assurer. Le sujet est devenu d'autant plus épineux que le 2 décembre 1852, celui qui n'était alors que président de la République pour 10 ans a proclamé le Second Empire. Et les conseillers du nouvel empereur cherchent à lui faire contracter une alliance avec l'une des grandes familles régnantes d'Europe qui légitimerait ainsi son pouvoir. Mais Louis-Napoléon Bonaparte n'est pas de l'avis de ses conseillers, car il n'a Dieu que pour Eugénie et ne fait aucun doute pour lui qu'elle est celle dont le nouvel empire a besoin. Aussi, en janvier 1853, annonce-t-il son mariage, malgré les oppositions devant les grands corps de l'État. Française par le cœur, par l'éducation, par le souvenir du sang que versa son père pour la cause de l'Empire, catholique et pieuse, Eugénie adressera au ciel les mêmes prières que moi pour le bonheur de la France. Gracieuse et bonne, elle fera revivre les vertus de l'impératrice Joséphine. Et quelques jours plus tard, le 29 janvier 1853, le fraîchement nommé Napoléon III épouse enfin Eugénie, comtesse de Théba, devant les instances de l'Empire dans la salle du trône du château des Tuileries, et le lendemain devant Dieu sous les voûtes de Notre-Dame de Paris. La cérémonie religieuse est une fête splendide. Dans un Paris pavoisé et entouré d'une foule nombreuse, le cortège princier fend la rue de Rivoli, tout juste achevé, et fait son entrée sous le chapiteau de pierre de la cathédrale qui les salue par une volée de cloches, doublée au lointain par le canon des Invalides. En cette froide matinée de janvier 1853, le tout jeune empire accueille alors son impératrice. Eugénie prend son rôle très à cœur. Elle décide de refuser une parure de diamants que lui adresse alors la ville de Paris et offre la somme de 600 000 francs qu'elle représente pour la construction d'un orphelinat de jeunes filles au 254 rue du Faubourg Saint-Antoine. L'institution existe d'ailleurs toujours aujourd'hui sous le nom de Fondation Eugène Napoléon. Elle n'est certes plus un orphelinat mais un foyer de jeunes filles, mais qui, sur le plan architectural, a gardé sa forme de rivière de diamants. La nouvelle impératrice s'illustre encore par son courage en visitant les malades du choléra. Sans doute cherche-t-elle alors à s'attirer les faveurs d'un peuple qui considère encore avec méfiance cette étrangère qu'on appelle l'espagnole, comme on désignait naguère l'autrichienne, la reine Marie-Antoinette, qu'on avait menée à l'échafaud. Mais les attentions d'Eugénie pour le peuple ne sont pas qu'un apparat. Convaincue de l'importance de son rôle et de la nécessité d'agir en faveur des démunis, l'épouse de Napoléon III s'engage pour l'éducation des filles et prend fait et cause pour une institutrice qui demande à passer un baccalauréat encore réservé à la gente masculine. Par ailleurs, elle ne tarde pas à accomplir son rôle d'impératrice et à donner à l'Empire un héritier. Peu de temps après son mariage, Eugénie a le bonheur d'annoncer à Louis-Napoléon l'arrivée prochaine d'un heureux événement.
Mais la joie qui remplit alors le couple impérial est de courte durée, car la pétillante Eugénie n'a rien perdu de son allant et continue de pratiquer son sport favori, l'équitation, si bien qu'au mois d'avril 1853, une mauvaise chute de cheval lui fait perdre l'enfant qu'elle porte. Si l'empereur supporte l'événement avec philosophie, c'est en revanche un drame pour Eugénie qui doit rester plusieurs semaines alitée. Ses douleurs sont immenses, mais sa souffrance morale l'est encore plus, et l'impératrice sombre pendant quelque temps dans une profonde dépression. Il lui faut attendre 2 longues années encore pour donner enfin un prince à l'Empire. Sa naissance au petit matin du 16 mars 1856 donne lieu à des festivités grandioses. Le petit Napoléon Eugène Louis-Jean-Joseph, héritier de l'Empire, est porté sur les fonts baptismaux quelques mois plus tard à Notre-Dame. Puis le couple impérial reprend le cours de sa vie princière et Eugénie suit Napoléon dans ses diverses résidences, aux Tuileries en hiver et à Saint-Cloud, Fontainebleau durant l'été. Quand l'empereur se retire pour prendre les eaux à Vichy afin de soigner ses rhumatismes, Eugénie se rend, elle, à Biarritz, dans la villa qu'il lui a spécialement fait construire. À l'abri des obligations de la cour, l'impératrice peut enfin s'y reposer, profiter de bons bains de mer et refaire ses forces pour affronter à nouveau ses obligations d'impératrice. Car dès l'automne, le couple se retrouve à Compiègne où il reçoit des hôtes prestigieux. Proche de Paris, ce château peut accueillir, je vous le racontais au début de mon récit, une centaine d'invités pour des chasses et des bals. Eugénie orchestre à merveille ces séjours qui réunissent des diplomates, de grands seigneurs, des savants et nombre d'invités de marque. Sous son règne, Compiègne devient le centre mondain de l'Empire, le lieu à fréquenter pour asseoir sa réputation. Mais l'impératrice Eugénie n'est pas qu'une femme d'apparat. Elle s'intéresse à la politique, lit les dépêches diplomatiques et discute souvent avec son mari des affaires de l'Empire. C'est à elle que Napoléon III confie la régence lorsqu'il part en campagne pour l'Italie en 1859, puis en 1865, lors de son voyage en Algérie. Au Conseil des ministres et au Conseil privé qu'elle préside alors, Eugénie se montre adroite et fine administratrice. Si elle n'a pas de réelle influence sur sa politique, ses conversations avec l'empereur lui permettent de se mettre au courant des affaires et peu à peu d'y initier son fils. C'est d'ailleurs sur lui qu'elle finit par reporter toute son affection, car l'empereur se désintéresse peu à peu de la belle Eugénie, dont il était pourtant tombé fou amoureux, et des bruits de cour rapportent même fréquemment à l'impératrice ses nombreuses infidélités. Soucieuse de sa réputation, Eugénie craint aussi pour la santé de son mari, qui n'est d'ailleurs déjà pas brillante. Corvisart et Conneau, les médecins personnels de l'empereur, sont de plus en plus inquiets de son état et craignent une maladie grave, mais se heurtent à un Napoléon qui refuse des examens plus poussés qui pourraient le conduire à une opération risquée. Au mois de juin 1870, pourtant, Napoléon III est au plus mal. Il peine à marcher et reste incapable de monter à cheval. Les médecins accourus à son chevet n'ont pas de mal à déceler la maladie qui le ronge depuis plusieurs années déjà. Un calcul s'est logé dans le rein impérial avant de redescendre dans la vessie. La gravité de la maladie, qui n'a pu qu'empirer depuis 7 années qu'elle couve, est cachée à l'impératrice qu'on ne veut pas attrister. On lui parle de rhumatisme sévère, mais jamais le vrai nom de son mal, qu'on nomme alors la maladie de la pierre, n'est prononcé devant elle. Ignorant la gravité de la maladie de l'empereur, l'impératrice Eugénie le pousse à faire la guerre contre la Prusse, qui n'a de cesse de provoquer la France. Le 14 juillet 1870, après la publication de la dépêche d'Ems, qui humilie l'ambassadeur français, et alors qu'un conseil se réunit à Saint-Cloud, Eugénie intervient et appelle à intervenir militairement. Elle a derrière elle de nombreux ministres et même le peuple parisien qui manifeste dans les rues pour appeler à cette revanche sur la Prusse. C'est ainsi que le 19 juillet, la France entre en guerre. Poussé par la foule des va-t-en-guerre, Napoléon III précipite en réalité son empire vers la ruine. Et quand il quitte Saint-Cloud le 28 juillet pour prendre le commandement de l'armée, il ne se doute pas qu'il ne reverra plus jamais Paris. Car la campagne va être de courte durée. Bien inférieure en nombre aux troupes alignées par la Prusse, l'armée impériale subit défaite sur défaite avant d'être totalement anéantie lors de la bataille de Sedan.
La capitulation a lieu le 2 septembre 1870. À Paris, où elle apprend le drame qui vient de se jouer, Eugénie est obligée de fuir par une sortie dérobée, la révolution qui gronde. C'est son dentiste, le docteur américain Evans, qui recueille l'impératrice éplorée, la conduit à Deauville, d'où elle s'embarque pour l'Angleterre, accompagnée de 2 diplomates et de sa lectrice, la fidèle Madame Le Breton. C'est dans un dénuement total que l'impératrice parvient au Royaume-Uni, où elle retrouve son fils grâce aux informations diffusées par les journaux. Mais il lui faut attendre 6 mois pour voir revenir l'empereur fait prisonnier en Prusse. À Douvres, où elle se rend pour accueillir l'exilé, le 20 mars 1871, la vision de Napoléon III la glace. L'empereur n'est plus qu'un vieillard voûté qui peine à passer le pont qui le sépare du quai et des siens. Dans la soirée, la famille tout juste réunie rejoint Chislehurst, où Eugénie s'est installée avec son fils à quelques kilomètres de Londres. Dans cet humble manoir anglais, une petite cour se reconstitue autour du couple impérial déchu, car de nombreuses dames de compagnie et des familiers d'Eugénie l'ont rejointe, tandis que l'empereur a attiré à lui un petit nombre de fidèles. Aussi, malgré les douloureuses nouvelles qui parviennent de France au sujet de la commune qui embrase Paris, de l'incendie du palais des Tuileries puis du traité de Francfort qui entérine la victoire de la Prusse et contraint la France à la cession de l'Alsace-Lorraine, l'empereur et son épouse retrouvent un peu de tranquillité dans leur retraite anglaise. Le matin, Napoléon III s'adonne à l'écriture, relate ses campagnes et se livre à une analyse politique des événements dont il s'est fait l'acteur. L'après-midi, on le retrouve auprès de l'impératrice, en compagnie de laquelle il se promène ou reçoit des amis. Car Louis-Napoléon et son épouse ont retrouvé outre-Manche plusieurs connaissances qui ne manquent pas de les entourer. Eugénie a même le bonheur de recevoir la visite d'une amie de longue date, la reine Victoria, qui n'hésite pas à se déplacer en personne pour rendre visite au couple impérial. Les 2 souveraines sont restées de bonnes amies depuis qu'elles se sont rencontrées voilà plus de 15 ans, en avril 1855, lors d'une visite diplomatique que le couple impérial rendait au château de Windsor. Mais l'impératrice, qu'elle vient trouver dans sa retraite de Chislehurst, n'a plus la vivacité qu'elle lui avait connue jadis. Victoria est saisie par la tristesse d'Eugénie. Son visage, écrit-elle, est marqué par des traits d'une tristesse profonde. Il faut dire qu'Eugénie éprouve bien de l'émotion à revoir celle avec laquelle elle avait l'habitude de correspondre, de souveraine à souveraine. Et quand elle rend à son tour visite à Victoria à Windsor, elle ne peut dissimuler sa peine de pénétrer en exilé dans la demeure royale qu'il avait accueillie 15 ans plus tôt, sous les acclamations du peuple anglais et avec les honneurs dus à une impératrice. Quel contraste effrayant avec sa visite ici en 55, raconte Victoria. Alors tout était faste et splendeur, un emportement, un enthousiasme. Et maintenant, la pauvre impératrice était si belle dans sa simple robe noire et si touchante dans sa douceur et sa résignation. Mais Eugénie n'est pas au bout de ses peines, car la maladie de l'empereur n'a fait que s'aggraver après ces semaines de campagne passées le plus souvent à cheval. Malgré l'attention de ses médecins qui l'ont rejoint dans son exil, l'empereur s'éteint à petit feu. Il passe de nombreuses heures dans des bains qui ne font en réalité qu'accentuer son mal. Au début de l'année 1873, une première opération puis une seconde permettent de briser et d'extraire en partie le caillou qui lui bouche la vessie. Mais le 8 janvier, Louis-Napoléon Bonaparte est si mal en point que son médecin renonce à accomplir une nouvelle opération. L'empereur s'éteint le lendemain matin auprès de son épouse en pleurs. Aux prières et aux sanglots de l'impératrice se mêle bientôt la voix grave de son fils, qui est arrivé trop tard pour recueillir le dernier souffle de son père. C'est sur lui désormais qu'Eugénie va porter toute son attention. Il est l'héritier du pouvoir impérial et elle reste persuadée qu'il a un avenir de souverain. Aussi cherche-t-elle à le préparer au gouvernement. Mais le jeune prince rêve d'action. Devenu cadet de l'armée britannique après sa formation à l'Académie royale militaire de Woolwich, il décide de partir en Afrique australe pour participer au combat contre la révolte du peuple zoulou. Pour Eugénie, le départ de son fils est un drame. Jusqu'au dernier moment, elle tente de l'en dissuader et invoque le devoir qu'il a de protéger sa vie pour la cause bonapartiste. En réalité, l'impératrice craint surtout pour la vie de l'intrépide prince de 23 ans qu'elle ne parvient pas à retenir auprès d'elle. Ces craintes
n'était pourtant pas infondée. Et il faut croire qu'Eugénie avait alors reçu une révélation du ciel, car à peine 3 mois après son départ des côtes britanniques, le prince, que certains nomment déjà Napoléon IV, trouve la mort sous les coups des Zoulous lors d'une patrouille le 1er juin 1879. La funeste nouvelle ne parvient à l'impératrice que le 19 au matin et la laisse bouleversée. Après la mort de l'empereur, Eugénie assiste à celle de l'être le plus cher qui lui restait. Accablée de chagrin, elle prend alors l'habitude de répéter « Je suis morte en 1879 ». En réalité, Eugénie quittera ce monde bien plus tard, le 11 juillet 1920, à l'âge avancé de 94 ans. Mais elle ne reste pas inactive dans les 40 années qui lui reste encore à vivre. La Grande Guerre la trouve en effet mobilisée auprès des soldats pour lesquels elle ouvre un hôpital dans une demeure qu'elle a acquise en Angleterre et tricote pour eux. Et à la fin du conflit, grâce à une lettre sortie de ses archives, elle réussit à convaincre les Alliés d'exiger de l'Allemagne la rétrocession des territoires de l'Alsace-Lorraine. Il faut dire qu'Eugénie de Montijo avait placé la France au cœur de ses préoccupations d'impératrice, comme elle se plaisait à le dire. « J'aime l'Espagne, je ne m'en cache pas, je l'aimerai toujours. Je vis en Angleterre où sont ensevelis les miens, mais je n'ai qu'une patrie, la France, et je mourrai avec son nom écrit dans mon cœur. » Et son nom à elle est resté dans notre histoire. Europe 1, historiquement vôtre. Maxime Michelet, merci d'être toujours avec nous sur Europe 1. Eugénie de Montijo est issue, on l'a rappelé, de la noblesse espagnole. Elle devient impératrice des Français par son mariage avec Napoléon III. Elle vit l'exil en Angleterre après la chute du Second Empire et meurt en Espagne, son pays natal. Mais son vrai pays, c'est bien la France, non ? Et oui, en épousant Napoléon III en janvier 1853, elle ne s'est pas contentée d'épouser un empereur. Elle a épousé une nation tout entière et même, dans la mystique bonapartiste, elle a épousé le peuple français tout entier. Et elle sera, à partir de cette date, une vraie Française, au sens où elle mettra en tête des intérêts les plus importants, les intérêts toujours de la France et du peuple français. Cependant, Eugénie est une femme complexe et elle ne veut renoncer à aucune de ses racines. Et donc elle reste en effet fièrement espagnole. Et j'ajouterais aussi à ses racines les racines écossaises qu'on oublie parfois, mais par sa mère, elle descend d'une famille écossaise. Elle était très très attachée à ses racines d'Écosse, puisque c'est elle notamment qui a instauré dans notre pays la mode du tartan. Un mot cependant, elle est française profondément, mais elle est toujours inhumée en Angleterre. Régulièrement, il est question de rapatrier les restes de Napoléon III et de l'impératrice Eugénie et du prince impérial, mais évidemment, les moines de Farnborough ne veulent pas les laisser partir, j'imagine. Mais les moines sont là en plus par la volonté de l'impératrice pour veiller sur ces tombeaux. Alors en tant que président des Amis Napoléon III, je ne prendrai jamais position sur cette question qui divise particulièrement les admirateurs de Napoléon III. Tout ce que je peux dire, c'est qu'ils sont extrêmement bien là où ils sont. L'abbaye Saint-Michel de Farnborough a été conçue par l'impératrice. On y retrouve toute son intelligence, toute sa finesse, toute sa tendresse de cœur pour ses chers disparus. Et c'est vraiment un très très bel endroit et j'invite tous vos auditeurs à aller visiter cet endroit méconnu. Maxime Michelet, vous êtes l'auteur d'une biographie de référence, L'impératrice Eugénie, une vie politique, parue en 2020 aux éditions du Cerf. Vous y montrez que l'image du mariage d'amour conclu en 1853 entre Eugénie de Montijo et Louis-Napoléon Bonaparte est une image reconstruite. Cette union, pour vous, elle est avant tout politique. Et vous l'avez d'ailleurs dit dans votre récit, dès le moment où Louis-Napoléon Bonaparte s'empare du pouvoir absolu, après le coup d'État du 2 décembre 1851, son entourage va énormément s'intéresser à la perpétuité de la dynastie impériale et à lui trouver donc une épouse. Et donc toute l'année 1852 est consacrée à la recherche de cette épouse. Il y a une princesse suédoise, Caroline Vasa, qu'on envisage. Et puis surtout, le plus important, l'hypothèse la plus importante, c'est Adélaïde de Hohenlohe-Langenbourg, qui est la nièce de la reine Victoria. Donc ce serait un symbole extraordinaire que la nièce de la reine d'Angleterre épouse le neveu de Napoléon Ier. La demande en mariage est même faite officiellement en décembre 1852. Mais dans le cas de Caroline Vasa, comme dans le cas de la princesse Adélaïde, à chaque fois, les cours européennes se disent « Non, ça suffit.
On a déjà envoyé un sacré nombre de princesses en France. À chaque fois qu'on envoie des princesses aux Français, ils nous les renvoient en exil. Toutes les reines de France depuis 80 ans ne finissent jamais leur règne. Donc c'est fini. Puis en plus, les Bonaparte, vraiment, c'est une dynastie sortie de nulle part. On va pas donner une de nos princesses à un Bonaparte. Et c'est donc dans ce contexte-là que Napoléon III fait le choix d'épouser une femme qu'il a choisie, qu'il aime, dont il aime surtout la beauté et la vivacité d'esprit. Et lorsqu'il annonce son mariage au corps de l'État, il le dit très clairement: en épousant Eugénie, je montre que la France n'a pas besoin de l'Europe pour choisir son destin. Que nous indique la correspondance ou les journaux de Napoléon III et d'Eugénie quant à la véritable nature des liens qui les unissent? Comment leur relation évolue-t-elle au fil des années? Enfin, je ne vais pas vous faire un dessin, mais on savait très bien que Miss Howard était apporté Louis-Napoléon Bonaparte au pouvoir, qu'il avait des maîtresses dans tous les sens. Eugénie, qui était très pieuse et très catholique, devait s'en offusquer, non? Alors on sait qu'une fois l'héritier conçu, le mariage impérial sera un mariage platonique. Ça, on le sait. Cela n'empêche que leur relation... L'amour est une question difficile à traiter pour un historien, parce que les traces, c'est un sentiment complexe. Donc les traces ne sont pas forcément dans les lettres que s'échangent à Marie et son épouse. Ce que je peux assurer, et je crois que c'est la principale chose qui les unit, c'est une estime extrêmement forte. Eugénie a naturellement beaucoup d'estime pour son mari, pour l'empereur, pour ce chef d'État d'une grande dignité, d'une grande force politique. Mais Napoléon III aussi exprime énormément d'estime intellectuelle notamment, pour son épouse. Et on le voit tout au long du règne. Vous me demandiez comment cela évolue tout au long du règne. Tout au long du règne, Napoléon III a de plus en plus d'estime pour son épouse. Et je pense que il y a les régences naturellement qui l'incarnent bien, mais aussi le fait qu'Eugénie représente la France à l'inauguration du canal de Suez en 1869, inauguration qui est un événement mondial de l'histoire humaine, un événement extraordinaire. Napoléon III envoie son épouse, certes il est malade, mais il envoie son épouse, il a une confiance absolue en elle. Votre ouvrage revient sur le sens politique dont l'impératrice Eugénie a fait preuve. Peut-on jauger l'influence qu'elle a eue auprès de l'empereur? Dans quelle mesure a-t-elle été associée au pouvoir? On lui prête par exemple l'influence sur la conquête du Mexique, par exemple. En revanche, elle était opposée à ce que les troupes françaises pénètrent au Vatican. Tout à fait, sur la question romaine, où on lui attribue aussi la responsabilité principale dans la guerre de 1870. Oui. Grosso modo, c'est très simple. Lorsque c'est une bonne décision, c'est une décision de l'empereur. Quand c'est une mauvaise décision, c'est une décision de l'impératrice. Voilà, grosso modo, ce que l'historiographie nous a raconté pendant des décennies. Vous l'avez dit dans le récit, Napoléon III associe naturellement son épouse, parce qu'en fait, il lui parle. Il a, comme je vous disais, il a beaucoup d'estime pour elle, donc il lui parle de tous les sujets politiques, mais il l'associe surtout institutionnellement. Et c'est quelque chose de très important à comprendre. Eugénie a une place institutionnelle qu'aucune autre femme n'a dans ce siècle. Lorsque l'héritier naît, elle est reconnue comme potentielle régente, alors que depuis la Révolution, les femmes étaient exclues de la régence, alors même qu'elles avaient ce rôle traditionnel sous l'Ancien Régime, mais le XIXe siècle était plus misogyne encore que l'Ancien Régime. L'empereur va ensuite confirmer son rôle de régente en 1858, puis lui confier la régence en 1859. Quand il part durant la campagne d'Italie, il lui confiera de nouveau en 1865. Et ce qui est important, c'est qu'à partir de cette date, à partir de 1859, l'impératrice peut assister au Conseil des ministres. C'est la première femme à pouvoir faire cela, la seule au XIXe siècle, et il n'y en aura plus jusqu'au Front populaire et jusqu'aux premières femmes ministres du Front populaire, puis de la 4e République. Donc c'est aussi pour ça qu'on a attribué beaucoup d'influence à Eugénie. En réalité, quand on regarde sa présence au Conseil, elle n'est pas souvent là, elle assiste à un conseil sur 4, et elle assiste surtout au Conseil des ministres lorsqu'il y a une forte tension diplomatique en 66-67 autour des affaires d'Allemagne. Et en réalité, cette association d'Eugénie au pouvoir impérial, cette entrée dans les cercles de gouvernement, pour Napoléon III, avant tout, et c'est de nouveau une marque de sa confiance et de son estime, c'est permettre à sa femme de se former à l'exercice éventuel du pouvoir impérial. Il veut, et il le dit un jour d'ailleurs à un de ses conseillers, Persigny, qui voudrait qu'Eugénie sorte des conseils des ministres, il lui dit: elle peut, si demain je disparais, exercer mon rôle. Je veux donc qu'elle soit au courant de tout, je veux qu'elle soit prête à exercer ce rôle. Il a une confiance absolue, il pense que sa femme peut être une chef d'État. L'impératrice Eugénie est la seule souveraine de l'histoire de France ayant été photographiée. On connaît son visage, son portrait physique est précis, mais qu'en est-il de son portrait moral? Que nous apprennent les sources concernant son caractère, par exemple? Alors son caractère, si on prend de nouveau l'historiographie défavorable, dirons-nous,
son caractère serait marqué par une certaine vivacité. On l'a décrit souvent, on l'a décrit souvent volcanique. Et d'ailleurs, souvent, on relie cela à ses racines espagnoles. Elle est volcanique comme une espagnole. Son mari ne cesse de la tromper et donc elle ferait scène sur scène. En réalité, pas du tout. L'impératrice, si je dois prendre 2 traits de sa personnalité morale, je dirais tout d'abord la dignité. C'est vrai qu'elle a un tempérament, elle ne s'en laisse pas démontrer, mais elle est très attachée à sa dignité, à la dignité de l'empereur, à la dignité du régime impérial. Par exemple, les tromperies, elle ne fait de scène que lorsque l'empereur manifeste les tromperies devant toute la cour. Lorsqu'il disparaît pendant 1 heure sur le lac du château de Fontainebleau, avec la Castiglione, là, en effet, elle fait une scène. Mais sinon, le reste du temps, elle est très attachée à la dignité de sa fonction et du régime. Et le deuxième trait, c'est le plus important, c'est la liberté. C'est une femme libre, c'est une femme qui, en effet, ne se laisse dicter ses opinions et son comportement par personne. Il y a son grand ami Prosper Mérimée qui, d'ailleurs, dans une lettre écrit, vous savez, quand l'impératrice a décidé quelque chose, difficile de la détourner, d'accomplir cette chose. C'est donc une femme extrêmement libre et extrêmement déterminée. Je pense que c'est vraiment le trait principal de sa personnalité morale. Maxime Michelet, Eugénie de Montijo est impératrice des Français de 1853 à 1870. Comment est-elle perçue par le peuple? Est-elle aimée? Est-elle une impératrice populaire? Alors, elle est populaire. Elle est clairement populaire. Il y a vous pouvez trouver naturellement dans certains milieux sociaux, je pense notamment par exemple à la haute aristocratie française, des critiques négatives. La haute aristocratie a un peu de mal à devoir donner du Votre Majesté à cet espagnol dont ils comprennent pas vraiment la noblesse, alors que c'est tout de même une grande Espagne, donc ce n'est pas non plus une bergère. Mais voilà, ils sont un peu embêtés par cela parfois. Mais sinon, auprès du peuple, elle est populaire. D'ailleurs, le régime impérial a été populaire durant l'intégralité du règne de Napoléon III. Rappellera qu'en 1870, peu avant la chute, le plébiscite du 8 mai 70 donne un score triomphal au régime impérial. Donc elle est populaire comme l'est l'empereur, comme l'est le prince. Elle est peut-être la moins populaire des 3, relativement. Elle est populaire, mais un peu moins que les 2 autres. Et surtout, elle est populaire, et vous l'avez dit dans le récit, parce que les Français sont très attachés et très touchés par son sens charitable. En 1866, il y a une terrible épidémie de choléra qui frappe la ville d'Amiens, et en contradiction avec toutes les demandes de la cour et notamment de son mari, elle se rend à Amiens durant cette épidémie. Ce courage physique et charitable va lui valoir de devenir l'héroïne d'Amiens. Et dans les 4 dernières années de son règne, lorsqu'elle passe devant une foule, on crie « Vive l'héroïne d'Amiens, vive l'impératrice ». Donc oui, elle est populaire, surtout Eugénie, ange de charité de l'Empire, est extrêmement populaire. De la chute du Second Empire naît une légende noire associée à la figure d'Eugénie. De quoi devient-elle le symbole pour ses détracteurs? Quelle image, quelles rumeurs sont alors véhiculées? Alors la légende noire ne s'interdit aucune rumeur sur l'impératrice Eugénie. Toutes les rumeurs qui peuvent l'abaisser, alors j'en citerai une amusante, c'est l'idée que dans sa tendre jeunesse, elle ait été l'amante de l'intégralité des enfants de Louis-Philippe. Elle qui, comme vous le disiez, était extrêmement pieuse et dévote, bon, on s'imagine pas qu'elle ait été l'amante de l'intégralité de la fratrie des Orléans. Rumeur beaucoup plus grave, on l'a accusée d'être une mère tellement horrible qu'elle aurait poussé son fils à partir en Afrique du Sud où il a trouvé la mort. Il suffit de lire les échanges entre le prince et l'impératrice pour se rendre compte que c'est totalement faux, que leur relation est extrêmement tendre et pleine d'amour. Mais cela donne une idée jusqu'à où la légende noire a pu aller pour dénigrer Eugénie. Et cela rappelle d'ailleurs les accusations dont Marie-Antoinette elle-même a été l'objet, accusée d'être une mère incestueuse. Ce que la légende noire ne supporte pas, il faut, pour résumer tout cela, c'est qu'Eugénie a été une femme qui s'est trop approchée du pouvoir politique. Elle a été trop associée au pouvoir politique. Et pour la Troisième République, qui est quand même assez peu portée sur les droits des femmes, elle refusera le droit de vote des femmes durant l'intégralité de ce régime. Eh bien, pour cette République, Eugénie est l'incarnation de cette influence malsaine des femmes quand elles veulent s'occuper de politique. Pour cette légende noire, c'est bien simple. Dès qu'il y a une femme en politique, cela mène au chaos. Il y a d'ailleurs un chroniqueur de l'époque, Arsène Housset, qui écrit, parlant de l'impératrice Eugénie, je cite, « Dieu a jeté les femmes sur terre pour déjouer la sagesse des hommes ». Fin de citation, je pense que tout le programme de la légende noire est résumé ici. D'ailleurs, vous parlez de Marie-Antoinette, c'est un personnage qui fascine totalement l'impératrice Eugénie. Elle a contribué à la réhabilitation de la reine déchue, qui a été malmenée par l'historiographie. Elle a d'ailleurs posé à la manière de Marie-Antoinette dans l'un de ses célèbres portraits.
L'une était l'Autrichienne, l'autre l'Espagnole. Elle s'identifiait à Marie-Antoinette? Alors, je ne dirais pas qu'elle s'identifiait. Vous citez ce magnifique portrait de Génie en Marie-Antoinette dans cette magnifique robe jaune. Je pense que... Alors, il y a 3 éléments. Tout d'abord, Eugénie est quelqu'un de très curieux. La curiosité vraiment intellectuelle est très forte chez cette femme. Et donc, lorsqu'elle s'intéresse à un personnage, elle s'y intéresse toujours passionnément. Donc, si elle s'intéresse à Marie-Antoinette, elle va s'y intéresser passionnément. Mais l'élément le plus important, c'est quand même un rapport esthétique. Eugénie a une admiration, une fascination esthétique pour Marie-Antoinette et pour l'époque Marie-Antoinette. Dans ses appartements privés, elle ameuble en effet ses appartements de style Louis XVI, de style Marie-Antoinette. C'est elle qui va réhabiliter le style Louis XVI dans l'éclectisme des fois un peu compliqué du Second Empire. La part d'Eugénie, c'est bel et bien cette réhabilitation du style Louis XVI. Elle réhabilite aussi les couleurs de ce style, les meubles, etc. Donc elle a une vraie fascination esthétique. Mais après, on ne peut pas nier qu'il y a une part aussi mémorielle dans cette relation. Cette part mémorielle, elle se trouve dès le début, dès son mariage. Elle écrit à sa sœur aînée, la duchesse d'Albe, que la couronne de France, elle le sait bien, est une couronne d'épines. Elle a bien conscience que monter sur le trône de France, c'est courir le risque d'en descendre bien vite aussi et parfois bien brutalement. On rappellera quand même que lorsqu'elle monte sur le trône de France, sur les 80 dernières années de l'histoire française, nous avons eu 5 souverains, Louis XVI, Napoléon, Louis XVIII, Charles X et Louis-Philippe. Il n'y en a qu'un qui est mort avec la couronne sur sa tête. Les 4 autres ont fini en exil. Et donc, la fascination d'Eugénie pour Marie-Antoinette, c'est un peu aussi cette épée de Damoclès qui pèse sur sa propre destinée. Oui. Les dernières années, les années 1870 sont extrêmement difficiles pour l'impératrice Eugénie, qui doit quitter la France à la chute du Second Empire, et elle perd successivement et son époux et son fils. Elle disait qu'elle était morte en 1879, année de la mort du prince impérial, mais elle a quand même vécu jusqu'en 1920. À quoi est-ce qu'elle a consacré la dernière partie de sa vie? Elle était notamment mobilisée pendant la Grande Guerre, et puis elle vivait en Espagne, je crois, à Madrid, où elle est morte en 1920. Alors, elle partageait son temps entre l'Angleterre, et Dieu sait pourtant que dans ses lettres, elle critique beaucoup le climat anglais, qui n'était pas vraiment le climat espagnol, mais elle veut être près de ses chers disparus, donc elle vit en Angleterre, elle vit aussi au Cap Martin, dans sa magnifique villa de Cyrnos, et puis aussi dans sa famille, en effet, d'Albe, en Espagne. Cette période de 1879-1880 est extrêmement importante dans la vie de l'impératrice. En effet, lorsque son fils de 23 ans trouve la mort en Afrique du Sud, elle est absolument foudroyée. Ces lettres de cette époque sont absolument déchirantes à lire. Elle dit qu'elle est morte, en effet, que c'est fini, la vie n'a plus aucun intérêt pour elle, elle veut quasiment en finir. Alors ce qu'elle va faire, et c'est là où on voit cette détermination, toute la force de cette femme, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va entamer un voyage en Afrique du Sud, et 1 an, jour pour jour, après la mort du prince, elle est au lieu même où le prince est mort, et elle passe une nuit entière en prière. Et le lendemain matin, elle se lève et elle commence cette, en effet, dernière partie de sa vie, qui est en fait la moitié de sa vie, où elle ne sera plus qu'une femme toujours vêtue de noir, cette sorte de fantôme un peu du règne déchu, et elle va réapprendre à vivre. Et c'est vraiment un modèle de résilience que l'impératrice Eugénie durant ces 40 dernières années, et elle va en fait elle va continuer à être la femme qu'elle a toujours été, elle va continuer à s'adonner à ses grandes passions, le bavardage, principale passion de son existence, que le bavardage, notamment avec de jeunes gens, la lecture, immense passion de son existence, et puis les voyages. Elle va continuer à voyager tant que la santé lui permettra, à lire et à rencontrer des gens et à vivre en effet jusqu'en 1920. L'impératrice Eugénie, fataliste, a écrit, je la cite, « Ma légende est faite. Au début du règne, je fus la femme frivole ne s'occupant que de chiffons, et vers la fin de l'Empire, je suis devenue la femme fatale qu'on rend responsable de toutes les fautes et de tous les malheurs. Et la légende l'emporte toujours sur l'histoire. » Jamais elle a cherché à se défendre au regard de l'histoire? Jamais. On ne trouve aucune trace, au contraire, on trouve des lettres où elle dit même à certains de ses amis, non, ne commencez pas de polémique, je ne veux absolument pas de cela. Je pense qu'on peut l'expliquer pour 2 raisons. Tout d'abord, elle ne se considérait pas si importante que cela dans l'appareil mémoriel. Avant tout, il fallait défendre Napoléon III et le prince impérial. Et puis aussi, elle se dit, il y a un peu de fatalisme, et la citation que vous venez de lire est pour cela très emblématique. Elle pensait que la légende noire que quasiment le jugement de l'histoire était déjà fait, et que il n'y avait même pas besoin de se battre, parce qu'en effet, comme Marie-Antoinette a été vouée aux gémonies, elle était vouée aux gémonies, et les choses ne seraient pas corrigées.
heureusement, un siècle plus tard, un mécanisme historiographique a quand même commencé à se mettre en place et aujourd'hui, l'impératrice commence à être réhabilitée. Ce qui est très intéressant à souligner, c'est que la réhabilitation de Napoléon III est intervenue avant la réhabilitation d'Eugénie. La réhabilitation de cette femme a pris plus de temps et même la réhabilitation de Napoléon III a redoublé la légende noire d'Eugénie, car puisque ce n'était plus Napoléon III le responsable des erreurs du règne, ce devait bien être forcément sa femme. Et donc il y a eu quasiment une double ration de légende noire pour Eugénie. Heureusement, aujourd'hui, je crois que nous commençons à sortir de cette très longue période. Merci beaucoup Maxime Michelet de nous avoir accompagnés cet après-midi dans Historiquement Vôtre pour retracer la véritable histoire d'Eugénie, la dernière impératrice des Français. Je rappelle que votre livre « L'impératrice Eugénie, une vie politique » est toujours disponible aux éditions du Cerf. Aux éditions du Cerf, où viennent également d'être publiés sous votre direction des actes du colloque du centenaire de la disparition d'Eugénie, Eugénie, impératrice des Français, avec un avant-propos signé par le prince de Monaco. Merci beaucoup. Merci à vous. Demain, alors qu'il aurait fêté ses 425 ans, oui, c'est beaucoup, je vous raconte Diego Velázquez, le peintre du roi. D'ici là, bon après-midi sur Europe 1. Historiquement Vôtre sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.